C'est vrai que quand on m'a dit que j'allais parler avec toi, qui est CEO de Natixis, je me suis demandé de ce qu'on allait pouvoir se dire. Parce que Natixis, pour moi, c'était un concept assez flou et hyper éloigné de ce que je fais. Moi, je fais des biscuits personnalisés, Chantilly Biscuits, et notre concept, c'est de graver des messages plutôt rigolos d'ailleurs sur des biscuits qu'on fabrique dans notre atelier à Aix-en-Provence et qu'on livre. Et en fait, moi, j'ai commencé en faisant les biscuits chez moi dans mon appart, juste pour m'amuser, pas du tout dans l'optique de monter un business. Je savais même pas ce que c'était une start-up et un business model. Juste, j'ai eu l'idée, je me suis dit, c'est fun, il faut que ça existe. Et donc, j'ai commencé à le faire dans mon appart et j'ai eu de plus en plus de commandes. L'entreprise a grandi. Et pour te donner une idée, l'année dernière, on a vendu plus de 1,5 million de biscuits. Et on a une équipe de 13 personnes réparties entre Aix et Paris. Et on compte bien envahir le monde de biscuits. Et du coup, je me suis dit, quel rapport avec Natixis, si ce n'est que tu pourrais être un très bon client? Évidemment. Donc, pour le client, on verra un peu plus tard, mais bon, je vais quand même t'expliquer ce que c'est que Natixis, parce que ça vaut le coup de le savoir. Donc, Natixis est une grande entreprise financière internationale de plus de 15 000 collaborateurs qui travaille à New York, à Hong Kong, en Europe, et qui fait tout un tas de services financiers. Et dans cette entreprise, je suis ce qu'on appelle COO, c'est-à-dire que je m'occupe de toutes les fonctions support de l'entreprise, l'immobilier, les achats, les back-office, l'informatique. Je dirige plus de 3000 informaticiens et plus de 5000 personnes au total. Donc effectivement, je te confirme que ça n'a pas grand-chose à voir, je pense, mon environnement de travail avec le tien. Et pourtant, quand on a préparé cet entretien, on a eu envie de tirer un certain nombre de points communs qu'on a retrouvés dans nos parcours et qui peut-être peuvent inspirer d'autres personnes. Voilà, donc c'est un peu ça la trame de notre intervention. Et comment on devient CEO de Natixis? Est-ce que c'est un parcours tout tracé, grandes écoles et paf, on arrive dedans? Ou est-ce qu'à un moment donné, vraiment, tu as dû prendre des risques, tu as dû te poser des questions, changer de voie Oui, alors, tu vois, quand tu dis ça comme ça, effectivement, on s'aperçoit que dans nos parcours respectifs, il y a un point commun ou un pattern qui est qu'il y a eu plusieurs moments, moi, dans ma carrière, où j'ai eu le sentiment d'avoir une capacité à saisir des opportunités et à saisir, je dirais, très rapidement des opportunités sans réfléchir. Et il y a un exemple que je voudrais citer parce qu'il est assez récent dans ma carrière et je pense qu'il explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Il y a environ 4 ans, une manager que j'avais, enfin d'ailleurs qui n'était pas ma manager à l'époque, une personne dans une autre banque que j'ai rencontrée à une occasion assez anecdotique, cherchait à ce moment-là quelqu'un pour aller diriger les centres de services que cette banque avait en Inde, et donc qui sont des centres de services essentiellement informatiques. Donc moi, il faut savoir que je n'aurais jamais pensé dans ma vie aller passer 3 ans en Inde, et je n'aurais jamais non plus pensé que je pourrais diriger des milliers d'informaticiens, puisque je n'ai pas jamais codé une seule ligne de code de ma vie. Et donc pourtant, cette personne a trouvé que sans doute je pourrais être une bonne dirigeante pour cette entreprise et m'a proposé d'y aller à la fin du premier entretien. Et j'ai tout de suite su que j'allais dire oui, alors que ça m'a quand même pris après 3 mois au moins pour réfléchir au pétrin dans lequel je m'étais fourrée. Mais finalement, à ce moment-là, au premier entretien, il y a eu un coup de cœur et il y a eu une décision de saisir une opportunité qui se présentait, qui ensuite m'a donné toute une carrière nouvelle, et notamment grâce à l'informatique. D'ailleurs, on a un point commun parce que mon prénom est indien. Effectivement, alors quand j'ai su qu'on allait parler toutes les deux, je n'ai pas pu m'empêcher de te poser la question, parce que Shanti, ça veut dire bonheur en indien, donc ça a été le déclic. Je me suis dit, c'est un signe du destin si on doit parler ensemble. Mais toi, dans ton environnement, tu as bien dû aussi avoir des moments comme ça de folie, où tu as dit oui à des opportunités qui se présentaient? Oui, et c'est marrant parce que souvent les gens me demandent si ça a été dur de sauter le pas, de créer ma boîte, de prendre le risque, etc. Et en fait, moi, je me suis pas du tout posé de questions.
Quand j'ai eu l'idée, c'était une évidence qu'il fallait le faire et en fait, le risque, c'était de passer à côté de quelque chose, plutôt de perdre ce que j'avais, parce que de toute façon, j'avais rien. Et en fait, à l'époque, j'avais un mi-temps, c'était vraiment un travail alimentaire et je travaillais 2 jours par semaine. Et 6 mois après que j'ai commencé Chantilly Biscuit, ma boss m'a dit: «On a besoin d'un temps plein, donc maintenant c'est le temps plein ou la rupture conventionnelle». Et moi, je me suis dit: «Bah, je vais faire Chantilly Biscuit, enfin, je pense que ça va marcher». Et mon père m'a dit: «Mais tu peux pas dire non à un CDI, tu es folle, tu feras les biscuits le week-end». Il croyait pas du tout. Et du coup, j'ai pas écouté mes parents et je me suis dit: «Bah, je vais tenter Chantilly Biscuit et on verra bien». Et donc, je quitte mon ancien travail fin décembre. Et en plus, décembre, c'est notre plus gros mois de l'année. Enfin, c'était mon plus gros mois de l'année. Parce qu'avec toutes les commandes de Noël, c'était la folie. J'étais: «Ah, c'est bon, j'étais sereine». Et en fait, donc fin décembre, je quitte mon travail. Et le mois de janvier qui a suivi, j'ai eu 0 commande de tout le mois. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es complètement folle». Et puis après, c'est reparti. Et c'est vrai que ce soit mes parents ou les gens autour de moi, personne croyait vraiment que je pouvais faire une vraie entreprise, parce que j'ai que le bac et enfin, dans mon entourage, j'ai personne qui a un peu la fibre business. Et j'ai toujours eu d'ailleurs le sentiment d'imposteur avec Chantilly Biscuit, parce que j'étais là: «Ouais, je suis pas censée faire ça, quoi». Et ça a quand même marché. Et en fait, j'ai eu un déclic l'année dernière. En novembre dernier, Veuve Clicquot m'a récompensée pour mon parcours en tant qu'entrepreneur. En fait, tous les ans, Veuve Clicquot récompense 2 femmes entrepreneurs dans tous les pays, autant pour ce qu'elles ont fait dans leur business que pour leur qualité personnelle, notamment l'audace et l'ambition qui sont très importants pour eux. Et l'année dernière, j'ai été récompensée et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, tu as quand même réussi à faire quelque chose, tu es légitime». Et du coup, je peux montrer aux gens comme moi qui se voient pas forcément dans les profils qu'on voit dans les médias ou dans la presse et qui se sentent pas à la hauteur, que c'est possible et que tu peux partir d'un village perdu en Provence avec 0 € et juste ton four et arriver à être récompensé par LVMH. Et j'ai eu énormément de retours suite à ce prix et je me suis dit: «Mais en fait, je peux être un leader aussi». Alors, je montre en même temps les fameux petits biscuits parce que je pense que vraiment, bravo pour ce que tu as fait. Effectivement, il y a des opportunités qui se présentent et ce qu'on s'est dit avec Chanty, c'est qu'on avait manifestement eu la capacité à en saisir au moment où elle se présentait, même si on n'avait pas trop réfléchi à ce moment-là. Mais il y a aussi des cas où il n'y a pas d'opportunité qui se présente. Ça arrive quand même assez souvent dans nos parcours et dans nos carrières. Et donc, ce qu'on a remarqué en comparant nos expériences, c'est que on avait aussi manifestement un trait qui consistait à provoquer des opportunités quand elles ne se présentaient pas et à prendre les choses en main et à faire en sorte que des choses arrivent. Et donc moi, quand on discutait de ça, j'ai pensé à plusieurs cas finalement dans mon parcours où en fait, c'est moi-même qui ai proposé à mon patron ou mon futur patron de créer le poste que j'allais prendre. Et donc finalement, au moins la moitié des postes que j'ai pris n'existaient pas quand je les ai pris, c'était des créations de postes. Alors, j'ai su, enfin, je pense que ce qui me dirigeait, ce qui me drivait à ce moment-là, c'est que je voyais des problèmes se présenter et j'avais une envie irrépressible de résoudre ces problèmes. Et donc, je me débrouillais, je devais avoir l'air très convaincante parce que je me débrouillais toujours pour expliquer suffisamment bien le problème à des décideurs et puis leur proposer immédiatement après de me mettre à disposition pour régler les problèmes. Et ça a marché plusieurs fois. Et donc, plusieurs fois, finalement, j'ai proposé à mon patron de lâcher un job que j'avais, où j'avais tout à fait des équipes conséquentes, plusieurs centaines de personnes, un truc bien établi, pour me retrouver responsable d'une mission, d'un truc un peu ésotérique, mais qui finalement après avait débouché parce que sans doute j'avais identifié des bons problèmes. Ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui m'avait permis de réussir. Et je sais que toi également, dans ton parcours, il y a des moments comme ça où ce genre d'opportunités, il faut les provoquer. Bah, c'est vrai que déjà, quand on est dans une start-up qu'on crée, rien n'est jamais sûr et il faut toujours essayer de se renouveler, de tester des choses et on ne se repose pas sur nos acquis. Et même parfois, il faut un peu forcer le destin, notamment, enfin moi j'ai eu une expérience l'année dernière
je sais pas si mes investisseurs vont l'aimer, mais en fait, je devais déménager dans un plus grand atelier de production parce qu'on était trop petit où on était et on avait très peu de locaux à Aix qui correspondaient à la surface qu'on voulait. Et j'avais trouvé le local qu'il nous fallait. Donc j'ai dû lever des fonds pour pouvoir l'avoir et acheter les machines, etc. Et en fait, la levée de fonds tardait et je sentais que le local allait me passer sous le nez si j'attendais la fin de la levée de fonds. Et je me suis dit, je vais signer et on verra après, je me débrouillerai, quoi. Et du coup, j'ai signé le bail et 2 mois après, on a eu l'argent, mais c'était un peu, j'ai provoqué un peu le risque. Je me suis dit, maintenant que c'est signé, il faut que je me débrouille. De toute façon, on va faire rentrer l'argent. Mais ouais, le but, c'est enfin, il faut pas attendre non plus que tout arrive. Il faut essayer de regarder un peu autour de soi qui peut nous aider et se débrouiller, quoi. Et je pense que c'est vraiment mon quotidien dans ma startup. Ouais, et tout ça nous fait penser à une intervention qui a eu lieu ce matin de Lubomira sur ce sujet-là, de provoquer un peu les situations et de faire comme si ça allait pouvoir marcher. Donc ça fait tout à fait écho. Alors, quand on fait tout ça, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas seul. On croit qu'on est seul, et notamment certainement plutôt toi que moi dans une grande entreprise. Mais il y a bien des moments où tu as dû penser que tu étais seul. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, face à ce sentiment de solitude, pour régler tous les problèmes que j'imagine tu devais rencontrer? C'est vrai que j'ai commencé vraiment toute seule et d'ailleurs du fait que j'ai pas forcément d'expérience ni fait d'études, je suis obligée de me tourner vers les autres qui peuvent m'apporter ce que j'ai pas. Et en fait, même aujourd'hui, c'est ce que je cherche dans mes recrutements, c'est des gens qui sont bien meilleurs que moi dans leur poste et c'est eux qui m'apprennent. En fait, c'est mes salariés qui m'apprennent tout. Et après, moi, mon but, c'est de les trouver et de les faire aller dans la même direction, on va dire. Et même en dehors de l'équipe, de toujours bien s'entourer. Et puis, je peux donner des biscuits, ça aide à avoir des réponses. Et si je peux faire le parallèle, en fait, contrairement à ce genre de contexte qui est connu dans les startups où il y a une sorte de réflexe à aller trouver quelqu'un qui peut vous aider dans des écosystèmes, etc., dans les grandes entreprises, on n'a pas forcément ce réflexe-là. Alors que vous êtes 10 fois plus. Oui, alors effectivement, moi je suis entourée d'énormément de personnes qui sont là pour aider, parce qu'on a des directions pour beaucoup de choses, des directions de la communication, de legal, de marketing, etc. Donc quand on a un problème, a priori, on est tout à fait entouré. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, et c'est un enjeu dans les grandes entreprises aujourd'hui, c'est que finalement, eh bien, on n'est pas forcément toujours... Il faut savoir s'entourer de personnes qui ne sont pas a priori dans justement les cadres qui sont bien établis, parce que pour enrichir la qualité de sa prise de décision, il faut savoir aller chercher des personnes un petit peu annexes ou qui ont des expériences ou des cultures différentes. Et c'est là que moi, c'est ma raison d'être ici aujourd'hui, c'est que je crois fondamentalement en l'apport de la diversité, d'ailleurs la mixité et la diversité sous toutes ses formes, et que j'ai remarqué que dans les grandes entreprises, c'est peut-être un phénomène qui est moins naturel à venir, parce que comme on a pas mal de supports, on n'a pas le réflexe d'aller chercher dans des écosystèmes différents des personnes qui sont peut-être mieux à même de nous aider. Et du coup, cet esprit d'inclusion, c'est devenu mon leitmotiv. Je cherche par tous les moyens à accroître mon cercle de personnes avec lesquelles je peux graviter, de façon à avoir une prise de décision plus riche. Alors, si je peux du coup conclure, le message que j'ai envie de passer, c'est qu'en effet, dans ces grandes entreprises, l'enjeu des dirigeants aujourd'hui, une fois qu'on a réussi une belle carrière et qu'on est arrivé à un endroit où moi, je n'aurais jamais rêvé être, si je me replace 20 ou 30 ans en arrière, une fois qu'on est arrivé pratiquement tout en haut et qu'on est entouré de toutes ces personnes-là, l'enjeu pour moi, pour quelqu'un comme moi, c'est de retourner, de rester connecté avec le terrain, de trouver des tas d'occasions de se remettre dans l'inconfort, de rediscuter avec les personnes dans leur environnement de tous les jours. Moi j'ai certaines équipes qui sont 8 ou 9 niveaux hiérarchiques en dessous de moi. Donc, pour rester bien connecté, pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien comprendre les évolutions, c'est vraiment un enjeu très important, très compliqué. Et donc, voilà, je n'ai pas encore forcément trouvé toutes les solutions, mais c'est ce qui me préoccupe beaucoup en ce moment. C'est vrai que moi, ça me paraît un autre monde. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu tout ce problème, mais au contraire, c'est même la question, c'est de structurer la boîte tout en gardant les liens avec tout le monde. Mais
et de vivre aussi un peu dans le chaos. Même là, à Noël, encore en décembre, on a eu tellement de commandes, c'était tout le monde va faire les biscuits et ensuite tu reprends tes tâches et du coup, nous, on est vraiment liés avec tout le monde. Tout le monde sait, tout le monde dans mon équipe sait faire des biscuits. Même les gens qu'on recrute en marketing à Paris, ils viennent passer 2 jours faire des biscuits pour comprendre comment ça marche. Et nous, l'enjeu, c'est plutôt de grossir en se disant on garde ces liens tout en quand même en structurant la boîte. Et pas après arriver à un poste où tu dois redescendre parce que tu comprends plus. Pour devenir aussi gros que Natixis un jour. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Finalement, 2 univers complètement différents, des petites entreprises en développement, des grandes entreprises bien établies, mais des challenges assez similaires et puis quelquefois des expériences assez différentes. Merci et puis n'oubliez pas les petits biscuits. Il y a des biscuits.